Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux écouter le docteur Sauvager discuter des poux rouges. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Samuel. Allez, à toi, Samuel. Oui, merci Alexis. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je vais vous parler de Peau Rouge aujourd'hui. Juste quelques mots sur mon parcours, hein. Aujourd'hui, je travaille dans un cabinet vétérinaire qui assure le suivi sanitaire d'élevage de volailles et de lapins. Par le passé, j'ai aussi eu une activité sur la médecine individuelle, hein. Je m'occupais d'animaux, mais dans le cadre d'une activité, on va dire, un peu plus classique, dans le sens médecine individuelle pour les NAC notamment, donc tout ce qui est nouveaux animaux de compagnie, avec notamment les lapins, les oiseaux et notamment aussi des animaux de basse-cour. Donc j'ai cette double casquette aujourd'hui qui me permet d'aborder notamment le problème des poux rouges de différentes façons et surtout d'intégrer l'intégralité on va dire des problèmes associés aux poux rouges, à la fois dans le cadre d'une maladie individuelle, hein, qui va avoir des répercussions sur la santé directe des animaux, et puis également dans le cadre d'un élevage avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement de l'élevage, sur ses performances et sur tous les aspects sanitaires qu'il y a autour de ça. Donc voilà ce dont on va discuter. Quelles sont les conséquences, hein, de ce peau rouge sur les animaux, et puis évidemment comment est-ce qu'on va pouvoir prévenir et traiter cette maladie qui est effectivement un véritable fléau Alors pour dans nos commencer, élevages, hein, pourquoi est-ce un quelle que soit leur fléau? taille finalement. Il y a plusieurs conséquences déjà médicales, hein, et physiologiques pour les poules quand elles sont touchées. Avec cette notion, ce qu'on appelle l'anémie, hein, c'est littéralement c'est la baisse du taux d'hémoglobine, hein, le fait que les poux viennent piquer les poules et viennent sucer leur sang. Partant donc énormément de poux rouges qui s'attaquent à une poule. Au final, même si ce sont des petits animaux, c'est la multiplication de ces parasites, hein, sur le dos de la poule qui va faire qu'elles peuvent finir en anémie, hein, avec une baisse significative du taux d'hémoglobine. Et donc, forcément, l'anémie, hein, ça va avoir des conséquences, évidemment, sur la santé des animaux. On parle évidemment aussi d'altération du bien-être animal, hein, parce que avoir tous ces poux qui courent et qui piquent, qui piquent les poules, ça va forcément les rendre très inconfortables, hein, déclencher aussi du piquage, hein, c'est-à-dire que les poules peuvent s'auto-mutiler en essayant d'aller éliminer les poux qui leur courent dessus. Autre problème, ça peut aussi augmenter la sensibilité aux maladies infectieuses, notamment la colibacillose par exemple, mais il y en a d'autres, hein. C'est-à-dire que ce parasitisme va affaiblir les animaux, va affaiblir les poules, et ça va être la porte ouverte au développement d'autres maladies telles que la colibacillose. Il peut y en avoir d'autres. Autre conséquence, c'est le problème de la physiologie de la reproduction qui peut être altérée. Alors ça, c'est un grave souci dans les élevages professionnels, parce qu'évidemment, les poules, elles sont destinées à pondre des œufs. Lorsqu'elles sont contaminées, en tout cas infestées par des poux, ça peut provoquer des chutes de ponte notamment. Mais ça peut aussi être embêtant, même pour les petits éleveurs, les éleveurs amateurs, qui vont quand même avoir des objectifs en termes de reproduction. Et donc là aussi, on peut avoir des conséquences néfastes. Et puis, bien sûr, avec tout ça derrière, on peut aussi avoir de la mortalité. Une poule qui reste anémiée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut finir par mourir. Donc ça, c'est vraiment les conséquences directes, hein, sur les poules. En termes de conséquences économiques, je l'ai un tout peu abordé, c'est-à-dire la notion de baisse de ponte, de baisse de fertilité. Et donc ça peut être vraiment embêtant, même pour un éleveur amateur qui va vouloir vendre quelques poules ou vouloir vendre des œufs. Ça peut avoir des conséquences importantes. Et puis, bien sûr, en face de ça, quand on va vouloir traiter ces animaux, il faudra mettre en place des traitements qui, eux aussi, auront un coût non négligeable.
Dernière chose, ce n'est pas forcément la plus importante, mais c'est quand même à noter, conséquence sur les humains, hein, ces poux peuvent aussi piquer les hommes. J'ai personnellement expérimenté cette désagréable sensation, hein, de se retrouver dans un élevage infesté de poux et de se retrouver avec des poux qui vous montent dessus, qui vous chatouillent un peu partout, qui viennent vous piquer, et je vous garantis que c'est extrêmement, extrêmement désagréable. Alors, heureusement, il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de transmission de maladies associées à ces piqûres, mais malgré tout, c'est vraiment très, très désagréable aussi pour les personnes qui sont en contact avec les poules. Donc, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous imaginez aussi ce que ça fait sur les poules et vous vous rendez compte à quel point ça peut les rendre extrêmement inconfortables et altérer considérablement leur bien-être. Alors, plus qu'un long discours, j'ai voulu vous présenter cette petite vidéo, hein, qu'on retrouve sur Internet, mais qui est assez bien faite et qui explique ce que c'est le pou rouge et comment il fonctionne. Donc, je vais lancer la vidéo, puis on va commenter au fur et à mesure. Il n'y a pas le son, Samuel, hein. C'est normal. Ah, Mais alors, sinon, tu commandes toi-même, hein. ouais, vous n'entendez pas Non. le son. Ah, ça c'est embêtant. Hop. Bon, je vais reprendre au tout début et puis je vais vous commenter au fur et à mesure. Hop. Donc, bon, alors, ça, c'est pour rappeler, hein, à quoi ressemble ce pou rouge avec ses 4 pattes, ces 4 paires de pattes et une reproduction très, très importante. Donc là, un mâle va féconder une femelle et en l'espace de 12 heures, elle peut pondre jusqu'à 7 œufs, voire 10 même des fois. Et elle va pondre plusieurs fois, 8 fois de suite notamment. Et donc, à la fin d'une fécondation, elle va pouvoir pondre jusqu'à 60 œufs. En quelques jours, donc, il y a naissance de l'œuf et il y a une première larve qui sort. Donc, ces larves, elles ont 3 paires de pattes. 24 heures après, la larve devient une protonymphe avec 4 paires de pattes et donc cette protonymphe se déplacer. Dans un premier temps, cette protonymphe, elle peut rester très longtemps à l'état stagnant comme ça. Et puis, du jour où elle se retrouve face à une poule, elle va pouvoir monter dessus et faire un premier repas de sang, et ensuite se transformer en une autre nymphe, une d'autonymphe, qui elle aussi va résister pendant très longtemps, pendant 5 mois, dans l'environnement qui est à proximité. Elle va faire un autre repas de sang, et va muer à nouveau et se transformer en adulte. Dans des conditions favorables, il faut 6 jours maximum pour avoir des poux adultes et ensuite qui vont infester l'ensemble du poulailler. Alors, une fois que c'est arrivé, voilà, ça devient très compliqué de les éliminer. Pas de problème vis-à-vis des températures extrêmes, le chaud, le froid. Et puis, donc, c'est ça pour illustrer, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir les hommes, hein, qui peuvent être contaminés aussi, en tout cas qui peuvent être sur lesquels les poules peuvent monter. Donc, ça peut être extrêmement désagréable. Donc, hop, diapo suivante, voilà. Alors, pour résumer un petit peu ce cycle, hein, on part de quelques œufs. En 2 ou 3 jours, se transforment en larves, donc les premières petites larves, qui ensuite se transforment, première transformation protonymphe, deuxième transformation, donc là, premier repas de sang, deuxième transformation d'autonymphe, un autre repas de sang, et ensuite transformation en adulte. Et là, il peut y avoir de multiples repas de sang. Et donc là, les adultes, mâles et femelles, vont se reproduire et répondre des œufs, etc. Le cycle continue comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, effectivement, dans des conditions idéales, en l'espace d'une semaine, on peut se retrouver avec un cycle complet du pou.
Comment ça se matérialise si on fait une petite extrapolation par semaine, il se trouve à partir d'une ponte, hein, c'est-à-dire mettons entre 4 et 8 œufs par ponte. Et puis toutes les semaines, ça recommence. Toutes les semaines, il y a des nouvelles pontes qui arrivent avec de nouveaux adultes, etc. Et donc, on a une augmentation considérable, hein, du nombre d'individus qui vont arriver. Et donc, en se mettant dans le pire des cas, c'est-à-dire jusqu'à 8 œufs par ponte, parfois ça peut même être monté jusqu'à 10, mais en l'espace de 12 semaines, en l'espace de 3 mois, vous vous retrouvez avec quasiment 250 millions de poux dans l'élevage. Donc, c'est évidemment considérable et on comprend bien rapidement que ces 250 millions de poux peuvent être extrêmement, extrêmement dommageables. Et puis, même si on n'est pas dans des conditions parfaites et qu'on se retrouve avec juste, entre guillemets, 500 000 poux, ça peut être extrêmement, là aussi, désagréable et problématique pour l'élevage. Donc, c'est ce cycle, hein, extrêmement rapide, d'une part, et prolifique, hein, pour ces petites bêtes-là, qui fait que d'une situation qui passe presque inaperçue au début, j'allais dire presque du jour au lendemain, ça explose et on se retrouve avec un phénomène extrêmement embêtant. Et ça veut dire aussi qu'au tout début, on peut ne pas s'en apercevoir. C'est-à-dire que dans les premières semaines, le temps que la population de poux augmente, on ne va pas forcément se rendre compte qu'ils sont là. Mais malheureusement, ils sont déjà là. Et on a déjà déclenché ce cycle, hein, et ce phénomène d'augmentation très rapide, hein, du nombre de poux qui va arriver dans l'élevage. Alors, et puis une dernière petite vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Alors, je vais lancer la vidéo. Voilà à quoi ça ressemble, hein, ces fameux poux. Et donc là, sur cette vidéo, on voit à peu près tous les stades, hein. Il y a des œufs, il y a des adultes, il y a des protonymphes, des deutonymphes. Donc, il y a un peu tous les stades là, qui sont arrivés sur cette vidéo. Et donc, voilà, on voit que ça grouille un petit peu dans tous les sens. Alors, ce dont je voulais vous parler dans un premier temps, c'est ce petit retour d'expérience, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on traite une infestation par des poux rouges dans un élevage de poules pondeuses? Ça, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises. Donc, comment ça se passe? On fait déjà des comptages. Alors, c'est des choses qui sont faites généralement dans des élevages professionnels, mais en soi, ça peut aussi très bien s'envisager de même dans des petits élevages. Donc, on a des systèmes, hein, des pièges à poux, hein, qui permettent justement de comptabiliser, d'estimer la population de poux qui se trouve dans un élevage. Et donc, on fait ce comptage régulier. Donc, ça, c'est un exemple qui est réel, hein, qui nous a permis de voir que dans cet élevage-là, en particulier, on a vu une augmentation progressive du nombre de poux dans l'élevage. Et donc, cette évolution défavorable dans le temps, qui était associée à une altération, hein, de la santé des poules, a justifié de mettre en place un traitement. Donc, voilà ce qu'on peut observer, hein, c'est ces fameux poux là qu'on observe sur les éléments du poulailler. Et puis, typiquement, voilà, c'est comme ça que ça se présente sur une poule lorsqu'elle est très fortement infestée. On a une poule qui est fatiguée, ça se voit rien qu'à son œil. La crête est pâle, elle est pendante, hein, même la crête. Et puis, on a cette notion d'anémie, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une crête bien rouge et des barbillons bien rouges, on se retrouve avec une crête toute pâle. Donc ça, c'est un signe très, très évident d'anémie. Alors, il y a d'autres maladies qui peuvent provoquer de l'anémie chez la poule, mais lorsqu'elles sont fortement infestées, hein, du fait de cette spoliation sanguine, hein, le fait que les poux absorbent le sang de la poule, font ces repas de sang, ça va déclencher cette présentation clinique qui est assez caractéristique de l'infestation par les poux rouges. Comment on fait le suivi? Là, pareil, c'est pour vous illustrer, hein, comment on peut gérer ça à l'échelle des grands élevages. On va faire des prises de sang sur les poules et on va mesurer deux choses. On mesure l'hématocrite. Hein, l'hématocrite, c'est le volume occupé par les globules rouges qui circulent dans le sang. Donc, ça correspond, une fois qu'on a fait la prise de sang, on va centrifuger.
Et donc, ça correspond à ce volume-là, tout en bas, là, ce qui est noté érythrocyte, hein, c'est les globules rouges. Et on va regarder la proportion, la place que prennent finalement ces globules rouges sur le sang total. Et donc, c'est pour ça que ça se mesure en pourcentage. Donc là, par exemple, un hématocrite de 45%, ça veut dire que dans le sang qui circule, il y a 45% en gros de globules rouges qui sont présents. Lorsqu'on est face à une anémie significative, on peut descendre à des taux d'hématocrite beaucoup plus bas, de l'ordre de 20-25%, c'est tout à fait possible. La moyenne, normalement, sur les poules, hein, on est autour de 35 à 40%. 45, c'est un peu élevé, mais bon, autour de 35%, c'est à peu près la norme. Et puis, donc, concernant les protéines totales, donc les protéines totales sont des protéines qui sont présentes dans le sang, qui sont intéressantes pour analyser la fonction hépatique, la fonction rénale, le statut immunitaire ou le statut nutritionnel, hein, des animaux, mais qui vont aussi être des marqueurs assez intéressants lorsqu'il y a une infestation, hein, une spoliation importante liée au pou rouge. Bah, ce taux de protéines va lui aussi chuter de façon significative. Et donc, on mesure ces deux paramètres. Hein. On va identifier quelques poules, une quinzaine de poules. On va faire des prises de sang à différents stades, hein, au tout début du traitement, une semaine après, et puis 30 jours après. Et donc, voilà ce qu'on peut observer lorsque le traitement fonctionne, lorsqu'il est bien efficace. Mais on retrouve des valeurs d'hématocrite. Là, on était en moyenne autour de 30%. Et puis, quelques jours après la mise en place du traitement, on retrouve des valeurs qui sont beaucoup plus conformes, hein, à ce qu'on attend d'un hématocrite sur une poule, autour de entre 35 et 40%. Et puis, donc, même chose concernant le suivi des protéines totales. On part de valeurs relativement basses, autour de 50 grammes par litre. Et puis, à l'issue du traitement, quand les poules récupèrent, elles ont réussi à éliminer les poux rouges, on retrouve des valeurs plus conformes, autour de 60 grammes par litre. Donc, ces éléments-là, c'est pas, je ne vous dis pas qu'il faut évidemment passer par ces analyses-là systématiquement, mais c'est juste pour vous illustrer que quand on a une infestation massive sur des poules, bah, ça a des conséquences notables sur la biologie, hein, de la poule. Donc, on travaille du taux d'hématocrite et du taux de protéines. Et puis, quand on les traite et quand on les traite correctement, on arrive à retrouver des valeurs normales vis-à-vis de ces paramètres-là. Et donc, juste petit aparté, ces éléments-là sont aujourd'hui utilisés notamment pour évaluer le bien-être animal, hein, dans les élevages. Hein. On va s'appuyer aussi sur ces paramètres-là, qui sont des paramètres très objectifs. Hein. La valeur est bonne ou la valeur n'est pas bonne. Et ça permet aussi d'accompagner la notion de bien-être animal dans les élevages. Alors, je passe à l'étape maintenant traitement et prévention des infestations par les poux. Alors, une petite première remarque, hein, il faut traiter évidemment, mais il ne faut pas faire que traiter. Je vais vous expliquer après le fond de ma pensée. Il y a différents traitements possibles, on va les aborder. Mais un message que je voulais faire passer aussi, c'est que ces traitements doivent s'accompagner de mesures techniques, hein, dites de biosécurité. Vous voyez le Naked Cowboy, hein, pour ceux qui connaissent à New York, hein, qui se trimballe tout presque nu, même dans le froid. Bon, alors peut-être qu'il prend des traitements pour combattre le froid, mais c'est quand même pas si simple que ça de vivre dans un milieu comme ça sans être habillé. Donc c'est ça le sens de ma remarque, c'est-à-dire que on peut mettre en place un traitement, mais si on ne met pas autour dans l'environnement de la poule des éléments de biosécurité, on n'a fait qu'à peu près la moitié du travail. Donc, la biosécurité, qu'est-ce que c'est ? Par définition, hein, c'est l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles qui sont destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation de maladies infectieuses, par exemple des virus, des bactéries, des champignons, ou parasitaires, hein, comme le pou rouge, qui vont être néfastes pour la santé des animaux et éventuellement des hommes. Donc ça, c'est quand on parle de zoonose, hein, une maladie transmissible à l'homme, dans un élevage, et ça, quelle que soit sa taille. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros élevage pour mettre en place des mesures de biosécurité. Et donc, ces mesures vont concerner à la fois les animaux, les hommes, le matériel, l'alimentation, la litière, les médicaments, ou tout support qui va être susceptible de constituer un relais de diffusion.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans un petit élevage infesté de poux? Donc, quelques éléments, ce n'est pas forcément exhaustif, ce que je vous dis là, c'est des choses qui peuvent être adaptées évidemment et qui peuvent être complétées. Mais un élément, par exemple, il y a quelques points critiques, les tenues qu'on va porter. Alors, je ne vous dis pas évidemment de changer systématiquement de tenue quand vous rentrez dans vos poulaillers, mais ne serait-ce que, par exemple, de changer de chaussures, ça peut être une mesure qui n'est pas si anodine que ça et qui permet d'éviter de ramener dans l'environnement du poulailler d'éventuels pathogènes, notamment des poux, qui pourraient être véhiculés sous nos chaussures. Donc ça peut être un premier petit élément. J'entends bien que ça peut être un peu contraignant, mais je vous assure que ça peut être très bénéfique dans le cadre de la gestion sanitaire d'un petit élevage. Autre point, le curage global. Alors, ça, on passe déjà sur des choses plus lourdes à faire, mais ça peut s'envisager aussi, c'est-à-dire on va nettoyer les zones réservoirs au sein du poulailler, que ce soit les amas de fientes, les poussières, les mangeoires, les nids, et ça peut s'accompagner d'utilisation d'acaricides, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les parois des murs qui présentent des poux. Les animaux malades, évidemment, on va les isoler. Si possible dans une infirmerie, puis on va les traiter. C'est toujours bien de pouvoir avoir une infirmerie qui va permettre de mettre de côté les animaux malades, qui sont potentiellement aussi des animaux vecteurs des maladies. Et puis malheureusement, quand il y a aussi des animaux morts, évidemment, il faut les éliminer rapidement et les éliminer de sorte que malheureusement les cadavres ne contaminent pas le reste de l'environnement. Donc on va utiliser soit un système d'équarrissage, d'incinération, éventuellement d'enfouissement. Donc, ce sont quelques petits points ici de biosécurité que je voulais vraiment rappeler en préalable au traitement parce que ça me paraît vraiment essentiel à la gestion d'une infestation par les poux rouges. Et encore une fois, ça s'adapte en fonction des élevages. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment. Mais il y a toujours des petites mesures comme ça qui sont faisables et qui sont vraiment fondamentales dans la prise en charge de l'infestation par les poux rouges. Alors, quels sont les traitements? Est-ce qu'on va utiliser des produits qu'on va pulvériser sur les animaux ou appliquer sur les animaux? Est-ce qu'on va utiliser des produits qu'on va pulvériser dans les bâtiments, donc des produits d'environnement? Est-ce qu'on va leur donner des médicaments à leur faire ingérer? Donc, on va voir, on va explorer un peu toutes ces choses-là. Pour moi, il y a aussi, en gros, 4 critères qui sont importants. Premier critère, évidemment, il faut que les produits soient efficaces. Ça, c'est une banalité, évidemment, une lapalissade, mais tous les produits ne se valent pas. Il y en a qui sont très efficaces, d'autres dont l'efficacité peut être plus douteuse. Il faut que ce soit des produits qui soient pratiques, évidemment. Il y a des choses pareilles qui sont très faciles d'utilisation, d'autres qui sont un peu plus complexes, un peu plus compliquées. Donc là aussi, tout dépend des circonstances de l'élevage, du contexte de l'élevage, qu'est-ce qui est on va dire, adaptable à l'élevage et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser de façon pratique. Parce que qui dit pratique dit garantie d'une application qui sera efficace. Si ce n'est pas pratique, généralement, c'est déjà beaucoup plus compliqué à appliquer et donc nécessairement l'efficacité sera moins bonne. Bien sûr, il faut aussi des traitements qui soient cohérents avec des aspects économiques. Il y a des choses qui sont très efficaces, qui marchent très très bien, mais qui sont aussi très onéreuses et qui ne sont pas forcément adaptables dans des petits élevages ou dans des petits effectifs. Puis il y a des choses qui sont moins chères et qui peuvent être tout aussi intéressantes. Donc là aussi, c'est un critère, évidemment, donc ça c'est au cas par cas, bien sûr, mais c'est à chacun de voir midi à sa porte, mais c'est un critère, évidemment, à prendre en compte. Et puis, dernier critère, et non des moindres, et sur lequel on insiste, on va insister un petit peu après avec Alexis, c'est la notion de protection de l'environnement. Il existe des produits dont on sait qu'ils peuvent être très efficaces, mais aussi qui peuvent présenter des résidus dans l'environnement. Et ça, dans l'esprit de Dr Bascour, c'est des choses, non pas on va y revenir tout à l'heure, on ne bannit aucun traitement, évidemment, mais on va essayer de préférer dans un premier temps des traitements
dont on sait qu'ils n'auront pas de conséquences sur l'environnement immédiat des animaux, avant d'utiliser des traitements insecticides ou acaricides qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Donc ça, c'est un point sur lequel aussi on est très attaché avec Alexis, de faire en sorte que les traitements qu'on va utiliser ne soient pas néfastes pour l'environnement. Donc, justement, quelques mots à ce sujet, utilisation des insecticides et risques environnementaux. Alors, il y a des études qui ont montré que certains insecticides, notamment qui sont utilisés, certains traitements anti-puces concernant qu'on utilise sur les chiens et les chats et qui sont aussi parfois utilisés sur les poules, on a pu montrer que ces insecticides pouvaient se retrouver dans l'environnement, et ça, c'est une illustration un peu macabre, malheureusement, mais de mésanges charbonnières qui sont retrouvées mortes au nid, un œuf non éclos également, et ces mésanges ont été mis en contact avec des poils de chiens, de chats, qui avaient été traités avec des traitements insecticides. Donc ça, c'est des choses qui ont été clairement démontrées dans la littérature scientifique. Donc, ce n'est pas juste un cas particulier, ça a été réellement montré. Un point là-dessus tout de suite, et on pourra en discuter après au niveau des questions. Donc, le furalaner, c'est le fameux Exolt, qui est un produit effectivement très, très efficace contre les poux. On sait que ça fonctionne très bien. On sait aussi malheureusement qu'il y a une grande partie qui est éliminée à l'état actif dans les fientes, et avec un pourcentage significatif de ce produit qui va survivre dans les sols, qui va persister dans les sols pendant de nombreuses années. Donc là, la question se pose effectivement de l'impact environnemental de ce genre de molécules. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est absolument pas à bannir quoi que ce soit aujourd'hui. Il y a plein de situations, et il peut y avoir des situations où l'emploi de l'exote, parce qu'on n'arrive pas à gérer l'infestation avec d'autres méthodes, au final, si on veut vraiment arriver à un résultat, peut-être qu'il faut passer par ce genre de produit. Mais ce qu'on pense, nous, c'est qu'on peut essayer de traiter les choses en passant par d'autres méthodes, des méthodes peut-être moins nocives pour l'environnement. Et donc, on va vous expliquer ça juste après. Et puis, il peut y avoir des effets synergiques aussi entre insecticides, donc le furalaner, on vient d'en parler, l'exote, imidacloprid, la sélamectine, l'ivermectine, donc tous ces produits qu'on peut retrouver dans des présentations pour chiens et chats, et qui sont parfois utilisés chez les poules. Je ne m'étends pas non plus sur la question de la consommation des œufs avec certaines de ces molécules. Donc, avec l'exolte, il n'y a pas de souci, on peut consommer les œufs derrière, il n'y a pas de temps d'attente, mais avec des produits comme la sélamectine, par exemple, normalement, on ne devrait plus consommer les œufs d'une poule qui a été traitée avec ce genre de produit. Et donc, pour expliquer un petit peu, en tout cas, continuer sur ce sujet-là, l'évaluation réglementaire au niveau de l'Union européenne des bénéfices et des risques de l'utilisation de ces insecticides. Alors, on voit que les méthodes d'évaluation, quand il s'agit de parler d'efficacité sur la cible, de toxicité animale, donc sur l'animal qui est traité, de toxicité humaine, on a des méthodes d'évaluation qui sont bonnes globalement, mais par contre, on voit bien qu'il peut y avoir notamment des lacunes sur l'évaluation de la toxicité environnementale et la pollution sur les espèces non ciblées. On voit que dans ces méthodes d'évaluation, on n'est pas complètement au top de ce qui peut être envisagé, de ce qui peut être fait. Et donc, c'est là où il y a ces lacunes, et c'est là où on alerte, si vous voulez, sur l'emploi, l'usage de ces produits vis-à-vis de ces risques liés à la toxicité environnementale. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental des insecticides utilisés dans le poulailler? Ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer de les utiliser qu'en dernier recours, quand vraiment on voit qu'on n'y arrive pas, qu'il y a de la mortalité, le bien-être animal est altéré et qu'on ne peut pas. Si vraiment on les utilise, alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile, ça peut être parfois plus difficile à mettre en œuvre, mais ça va être de collecter les fientes et de les mettre à la poubelle et pas dans le jardin, pour éviter justement que ça contamine l'environnement du jardin.
Et puis, l'idée, c'est de mettre en place une lutte intégrée préventive contre les peaux rouges, donc avec une surveillance de l'infestation, donc ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, l'utilisation de techniques de comptage ou en tout cas d'évaluation de la population de peaux rouges, hein, avec différents systèmes. Il y a des pièges, le papier bleu aussi qui peut être plié en 8, et donc on va regarder s'il y a des poux qui se mettent dans ces petits papiers. Des mesures d'amélioration environnementale, je les ai évoquées tout à l'heure, à savoir les notions de biosécurité qu'on va mettre en place. Des traitements préventifs aussi, on va dire en amont même de l'infestation. On peut utiliser des traitements préventifs avec des produits qui vont être utilisés dans l'agriculture biologique ou également des prédateurs biologiques. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Et puis, en cas d'échec de ces stratégies, on va utiliser des insecticides. Et donc là, effectivement, la notion de bien-être animal est évidemment importante. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, bah oui, on va employer des insecticides qui vont avoir une action peut-être plus radicale, hein, sur le pou rouge. Et puis, en même temps, on réfléchit aux mesures préventives qu'on va pouvoir mettre en place, hein. Il ne faut pas se dire, oh, bah, maintenant c'est bon, on met juste l'insecticide et puis ça ira très bien. Non, on va réfléchir aussi à la façon dont on peut adapter l'élevage. Alexis, je te rends la parole pour parler de ce produit notamment qui permet justement de maîtriser l'infestation. Oui, tout à fait. Merci Samuel pour cette présentation sur le pou rouge. Donc voilà, donc je voulais vous présenter un produit qu'on vient de mettre sur le marché. Donc il s'appelle le Plus-N. Hein, donc le Plus-N, c'est le répulsif naturel contre les poux rouges. Et comme l'a dit Samuel précédemment, c'est vrai que l'objectif de ce produit, c'est de pouvoir lutter contre le pou rouge, hein, donc cette catastrophe, mais sans forcément polluer le jardin avec des pesticides. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, donc on a mentionné la notion de pollution environnementale, et il faut aussi mentionner la notion de résistance. Hein, donc, si vous utilisez trop souvent le même insecticide, et il y aura des résistances qui vont se créer. Alors, sur les insecticides qui ont été créés, mis sur le marché il y a des dizaines d'années, il y a beaucoup de résistances et on sait que c'est très… même les nouveaux insecticides sur le marché, on sait très bien que des résistances vont se créer. Donc, il faut éviter de créer des résistances et donc n'utiliser les pou rouges à la fin, quand vraiment rien d'autre ne va. Voilà, donc le pou rouge, le Plus-N, le produit à base d'extrait de plantes, qui est utilisable dans l'agriculture biologique, et aussi on peut consommer les œufs ou la viande pendant l'administration de la solution. Alors, Samuel, ouais. Alors, le mode d'action, donc il y a une synergie de deux actions différentes. Donc, la première, il y a une induction d'une très faible modification de la saveur du sang qui ne convient pas au parasite, et donc une action endogène. Donc, le parasite ne va pas aller manger le sang parce qu'il aura un goût qui ne va pas forcément lui correspondre. Et la deuxième partie, c'est que la couche grasse de la peau, hein, donc ce qu'on appelle le sébum, qui va exiler une même odeur, qui va maintenir le parasite éloigné. Hein. Donc, on a deux actions qui vont faire le parasite qui va se dessécher parce que le parasite ne va pas aller se nourrir, ne va pas aller piquer la poule pour aller faire son repas de sang. Donc, prochaine diapo, merci. Voilà, donc on voit là le parasite avec le mode d'action avec les deux actions. Donc, un, modification du goût du sang, hein, et deux, modification de l'odeur aussi de la peau, donc avec un effet répulsif. Et au final, on aura des poux qui vont plus aller se nourrir. Prochaine dia, merci. Et donc, c'est un produit donc naturel qui ne va pas polluer le jardin. Alors, et c'est un produit qu'il faut utiliser en prévention, c'est un produit qui va avoir une action assez lente. Hein. Donc, on voit sur le dia de gauche, là, le petit graphique de gauche, donc on va de semaine 32 à semaine 41, donc c'est sur environ 9 semaines. On voit la population de poux gorgés de sang, donc c'est la colonne rouge, qui diminue de 80% à 10%, et avec le pourcentage de poux qui sont non gorgés de sang, qui démarre à 5% et qui termine à 60%. Voilà. Donc, il y a vraiment une action
positive de ce produit, le plus N, sur le pouls, c'est juste un peu lent. C'est vrai que ce n'est pas le fluoralaner qui va tuer tout en une nuit ou en une semaine, mais par contre, c'est un produit qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Prochaine slide. Voilà, donc les avantages sanitaires, hein, évidemment. Il n'y a pas de résidus dans les œufs. Il n'y a pas, alors c'est un traitement qui est acaricide homologué. Il y a un avantage sur le bien-être des poules parce que bon, même si les poules, donc ils vont finir par mourir en quelques semaines, mais très rapidement les poules vont arrêter de se nourrir sur la poule. Donc il y aura moins de piquage, il y aura moins de nervosité. Et il y aura donc diminution rapidement des maladies concomitantes, colibacillose, coryza, etc. Il y a aussi un avantage économique sur notamment les gens qui vendent leurs œufs, hein, donc ça peut être les petits producteurs ou les éleveurs professionnels, avec moins d'œufs déclassés. Et enfin, évidemment, un avantage environnemental parce qu'il n'y a pas de pollution aux insecticides. Je prends la parole là pour continuer sur les traitements de l'environnement des animaux et notamment au niveau des poulaillers. Alors, vous avez sur le marché là aussi de nombreux produits qui existent, qui sont ce qu'on appelle des acaricides, qui vont éliminer, qui vont tuer les poux. Et ça, c'est possible d'utiliser ça en présence des animaux. Donc là, je vous donne quelques éléments. Il peut y en avoir d'autres sur le marché. Vous avez l'Elector, le Tipox, qui sont des produits qui sont utilisables notamment en agriculture biologique. Et donc qui vont avoir un effet acaricide, alors avec différents modes d'utilisation. Le lector, c'est du spinosade, le Tipox, ce sera plutôt des huiles essentielles. Et puis aussi un mot sur la terre de diatomée. Alors je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé ce produit-là, la terre de diatomée. Donc ça fonctionne. En fait, les poux, quand ils passent sur la terre de diatomée, vont se faire des blessures, des micro-blessures, des petites lésions, et ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils vont se blesser et puis ils vont mourir petit à petit de leurs blessures, ou parce qu'ils pourront plus se déplacer, ils finiront par ne plus pouvoir monter sur les poules. Donc ça n'a pas une action, chimique, c'est vraiment une action mécanique finalement, ce qui va permettre d'éliminer les poux. Alors là, il y a pareil sur ce genre de produit, ça peut être très intéressant. Il y a différents retours. Il y a des gens qui trouvent ça très bien, d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas bien. Ça, c'est plus des expériences individuelles qui fait que dans certaines circonstances, ça peut fonctionner ou pas. Ces traitements, de toute façon, ils sont aussi intéressants à mettre en place quand il y a des fortes infestations. C'est évident que traiter l'environnement des animaux et éliminer les poux qui sont présents dans le poulailler, dans les cages, dans les nids, etc. Ça va permettre de faire baisser la pression d'infestation parasitaire. Et puis un autre produit, alors ça c'est un désinfectant qu'on va utiliser en dehors, en tout cas en dehors de la présence des animaux. Là, c'est quand on fait des désinfections dites en vide sanitaire. Donc, il y a un produit qui existe qui s'appelle le Mephisto, qui est à la fois un désinfectant, donc c'est-à-dire que ça va éliminer tout ce qui est virus, bactéries, et qui va avoir aussi une action insecticide, acaricide, et donc qui peut être intéressant là aussi quand on est dans des situations, j'allais dire presque de non-retour, où on est obligé de faire un vide sanitaire pour éliminer les poux. C'est forcément intéressant d'aller utiliser ce genre de produit qui va avoir un effet réellement efficace, en tout cas très efficace sur la présence des poux, et qui en plus va avoir cet effet désinfectant. Pour terminer sur l'environnement des animaux, donc la lutte biologique, peut-être aussi certains d'entre vous ont déjà testé ce genre de traitement. Donc là, vous avez ici un pou rouge, et on met en contact de ce pou rouge un autre acarien qui est un prédateur de ce pou rouge, un prédateur naturel, et donc qui va venir éliminer, tuer les poux rouges, sans pour autant venir embêter les poules, évidemment. Le but, c'est qu'ils ne s'attaquent qu'aux poux rouges et pas aux poules. Et donc, ces petits prédateurs, tant qu'il y a des poux rouges à manger, ils y vont, et puis ils vont tuer les prédateurs.
Et puis, quand il n'y a plus de prédateurs, ils finissent par disparaître parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc, ça aussi, c'est un mode d'action qui est intéressant. On n'aura pas l'effet, comme disait Alexis, l'effet instantané qu'on peut avoir avec un exote, mais sur du long terme et sur de la prévention sur du long terme, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et là aussi, on est sur un traitement qui n'a pas de conséquences environnementales, évidemment. Donc voilà, après ces quelques éléments, petite conclusion, la lutte intégrée préventive contre le pou rouge, plusieurs choses à se souvenir, de la surveillance déjà, bien regarder ses poules, bien regarder le poulailler. Et je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile au début de se rendre compte qu'il y a une infestation qui se déclenche. Puis des fois, quand on l'observe, c'est, je ne vais pas dire trop tard, mais c'est qu'on a déjà, depuis plusieurs semaines, eu cette infestation. Il faut réagir quand même rapidement, évidemment, pour ne pas laisser la situation s'envenimer. Je vous rappelle la capacité de reproduction de ce pou rouge qui est assez phénoménale. Dans la mesure du possible, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser des produits à faible impact environnemental pour, au moins dans un premier temps, quand on est sur des choses qui sont maîtrisables, et dans le même temps, déployer des mesures de biosécurité, comme je vous évoquais tout à l'heure. Et puis, alors là aussi, c'est pareil, c'est pas toujours simple, mais utiliser des poulaillers facilement nettoyables parce que, évidemment, ces fameux pou rouges, ils peuvent rester, je vous le disais tout en introduction, très, très longtemps dans l'environnement, même sans présence de poules, ils peuvent persister pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, si on a des poulaillers qui sont facilement nettoyables, on pourra plus facilement éliminer toutes ces nymphes et toutes ces larves qui peuvent rester pendant très longtemps. Si évidemment on a un poulailler qui est avec beaucoup d'infractuosité, du bois notamment, là forcément ça devient plus compliqué. Évidemment, tout est adaptable en fonction du contexte de chaque élevage et de chaque poulailler. Donc voilà, on en a fini avec Alexis.